Nous allons tout doucement commencer. Les personnes arrivent au fur et à mesure. Merci à ceux qui sont déjà là et gentiment commencer à expliquer en quoi nous sommes tous ici présents, pourquoi nous sommes ici tous présents. Pour la seconde fois en virtuel. Euh, Évidemment, pas vraiment le choix aujourd'hui, mais en tout cas le choix certainement d'être là, de prendre le temps aussi de la réflexion, de certainement un recul par rapport à l'expérience patient et la manière dont nous allons l'aborder ici avec Madame Kokoska. Mais avant de la présenter, voilà, nous avons décidé avec SPX d'entamer le colloque de cette manière cette fois-ci. Vous savez qu'il y a trois parties. La première partie sera consacrée à des orateurs comme Madame Kokoska qui vont se succéder de toutes les 2 semaines en 2 semaines quasiment. Nous arriverons tout doucement à l'été. Durant cette période, plusieurs hôpitaux de différents horizons, de différents pays d'Europe en tout cas, viendront présenter leur stratégie, expérience patient. Et tout doucement, alors nous entrerons vers l'automne et jusqu'au mois de novembre, nous vous accompagnerons alors avec différents types de formations. Tout ce cycle se fera essentiellement en 2 langues. Aujourd'hui, eh bien, c'est francophone, nous parlons français. Il y aura aussi des séances en anglais et notamment aussi dans les formations, des séances proposées en néerlandais et en espagnol parce qu'on commence vraiment au niveau de l'Espagne à être suivi aussi au niveau de SPX. Et donc, ça, c'est vraiment le cycle avec lequel nous allons vous accompagner tout au long de ces mois. Merci en tout cas de prendre le temps de vous arrêter. Je crois ici on est en fin de journée, donc je dirais à l'heure de la Belgique à la fin de l'après-midi. On a tous déjà travaillé probablement et le temps est venu vraiment j'ai envie de dire, de prendre le temps, de vous asseoir, d'écouter, de vous laisser transporter, aussi porter par un message qui va être différent, une approche qui est différente de ce qu'est la perspective du patient. Et là, je vais présenter notre oratrice du jour, qui est Madame Valérie Kokoska, qui est docteur en philosophie. Elle est maître de conférence aussi à l'Université catholique de Lille. Elle a à son panel, j'ai envie de dire, toute une série de titres, et notamment aussi un master dont elle va parler tout à l'heure certainement en fin de présentation, qui sera en ouverture dans le courant de cette année, un master en innovation. Donc, vous voyez comme quoi philosophie et innovation font bon ménage et je m'en réjouis, nous nous en réjouissons tous. Et donc, vraiment, pendant une demi-heure, 40 minutes, je vous suggère vraiment de vous laisser emporter par cette façon de voir les choses, cette manière de voir les choses. Et après, nous nous retrouvons ensemble pour pouvoir discuter et évidemment répondre à toutes les questions qui vous viendraient durant la présentation. N'hésitez pas à les inscrire sur le chat et alors au fur et à mesure, nous les traiterons avec Valérie Kokoska, donc à qui je laisse la parole. Merci d'être là, vraiment, je suis ravie. Merci beaucoup et merci de l'invitation. Merci aussi de ce séminaire parce que je pense qu'il est courageux. Dans l'époque que nous traversons, on traverse énormément de bouleversements et je crois que travailler à une autre perspective, intégrer finalement différents acteurs dont le patient est probablement une des choses les plus délicates et les plus challenging que l'on puisse avoir aujourd'hui. Alors, je vous remercie beaucoup. Donc, désolée d'avoir été interrompue par ce bruit incongru. Je vais faire une présentation dont l'approche sera sans doute un peu différente de ce que vous avez pu voir, en commençant par réfléchir finalement à ce que c'est cette expérience patient que l'on souhaite en général incorporer pour pouvoir améliorer les soins. Et à partir de là, je vais commencer, je dirais, d'une chose assez basique, c'est finalement qu'est-ce que c'est un patient et à quoi pense-t-on quand on pense à l'expérience patient? Est-ce que ces notions ne sont pas finalement plus compliquées que ce que l'on croit d'ordinaire et du coup, en les rendant à leur complexité, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs éléments
sur lesquels on pourrait s'appuyer. Alors de la même manière, je vais passer ensuite à la question de l'expérience vécue versus finalement ce que l'on rencontre souvent et dont on fait souvent la critique dans les soins de santé, à savoir la question de la standardisation. Je passerai ensuite à la question de l'evidence-based pour montrer qu'elle a permis d'ouvrir un certain nombre de pratiques entre médecins d'amélioration de la qualité. J'aborderai ensuite la question du solutionnisme technologique. Est-ce que finalement, l'introduction de la technologie, l'introduction du quantified self, l'introduction d'une série de techniques portables sont de nature à aider cette incorporation finalement de l'expérience patient. Et je terminerai par la question d'une intégration du patient versus une conjonction des différentes logiques. Et l'idée pour moi, si vous voulez, la thèse générale qui va traverser cette présentation, c'est de dire que très souvent, on emploie, on utilise, on cherche à s'enrichir de l'expérience patient pour améliorer notre propre logique d'action, notre propre manière de faire, ce qui signifie d'une certaine façon toujours la réduire à ce qu'elle peut nous apporter sur quelque chose de très précis. Et l'idée, ce serait de voir dans quelle mesure il est possible finalement de rencontrer des logiques qui sont différentes pour avoir un environnement dans lequel d'autres manières de faire qui soient plus riches, aussi bien pour le patient, mais je pense pour les professionnels et pour l'organisation des soins. Donc, c'est vers là que je m'oriente et je tenterai d'esquisser quelques pistes de solutions. Donc, très souvent, on cherche, quand on requiert l'expérience patient, à finalement faire participer des personnes à l'élaboration, l'analyse, l'évaluation des soins et de l'accompagnement en fonction de ce qu'ils auraient vécu. Et la question, c'est tout d'abord, mais de quelle expérience parle-t-on? Est-ce que c'est celle de la maladie? Est-ce que c'est celle de la prise en charge? Est-ce que c'est celle de l'organisation des soins? Est-ce que c'est l'impact social? Est-ce que c'est l'impact familial? Finalement, c'est assez diffus, assez confus comme notion. Et on peut souvent essayer de résorber cette confusion avec des outils de mesure qualitative, mais de nouveau, ce sera alors sous forme de questions très précises, très objectivées et qui finalement servent à avoir de l'information sur les questions que l'on se pose soi, mais pas nécessairement sur ce qui apparaît comme une évidence ou une difficulté pour les patients. Alors de nouveau aussi, quelle modalité de l'expérience on cherche à mettre en évidence? Est-ce que ce sont des éléments objectifs, je ne sais pas moi, la qualité des repas, les heures d'ouverture, la facilité du parking? Est-ce que ce sont des éléments plus subjectifs, la façon dont on est accueilli, la manière dont on prend en compte la manière dont on vit sa pathologie? Est-ce qu'on parle d'éléments émotionnels, physiques, affectifs, biographiques? Et en vous faisant toute cette distinction, l'idée pour moi n'est pas juste de vous dire attention, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut anticiper, c'est de vous dire tous ces éléments-là font partie de l'expérience patient et peuvent l'influer d'une manière ou d'une autre. Et il va de soi que vous n'avez pas et vous ne pouvez pas avoir d'impact sur tous ces éléments-là. Mais il faut avoir conscience que l'expérience comme telle est tressée de tous ces éléments. Alors, je voudrais venir aussi à une autre question qui va avec la première, qui est finalement qu'est-ce que c'est un patient? Comment est-ce qu'on se représente un patient? Vous me direz, le patient, c'est la chose la plus normale du monde, on en voit tout le temps, donc on voit assez bien ce que c'est. C'est aussi, je voudrais là détailler les différents éléments qui constituent un patient. Le premier, c'est bien sûr sa pathologie. Mais de nouveau,
Qu'est-ce que c'est une maladie? Qu'est-ce que c'est la santé? Ce sont des choses qui sont plus complexes que l'on pourrait le croire. Et je reprends ici la définition de Canguilhem. Canguilhem était philosophe, il était médecin également, et il a écrit un ouvrage remarquable qui s'appelle Le normal et le pathologique, dans lequel il essaye de montrer, de dire que finalement la maladie, ce n'est rien d'autre que le fait de ne plus pouvoir fonctionner normalement. Et qu'est-ce que c'est le normal? C'est la capacité à s'adapter sans cesse à différents systèmes de normes. Par exemple, ma normalité, c'est de pouvoir, quand je sors, même s'il fait froid ou s'il fait chaud, pouvoir adapter ma température. Ma normalité, c'est de pouvoir courir, c'est de pouvoir marcher, c'est de pouvoir faire tel et tel exercice. Et ce qui est particulier dans la vie qui est non saine, qui est pathologique, c'est précisément d'être réduite à des normes qui sont perçues, vécues comme inférieures et que très souvent le patient va traduire de façon très simple et très spontanée par un je ne peux plus. Je pouvais faire ça et ça, je ne peux plus. Et si vous voulez, la maladie, c'est très exactement ça, c'est le je ne peux plus, tandis que la santé pourrait être définie pour chacun d'entre nous comme l'espace de notre je peux, de nos capacités. Mais le patient, ce n'est pas que ça, c'est aussi et de plus en plus un client qui peut aller jusqu'à vouloir contractualiser la relation. Et cette contractualisation, depuis à peu près une trentaine d'années, dans la foulée de ce qui peut se passer aux États-Unis, est devenue toujours plus précise et toujours plus intense. C'est-à-dire que on peut rencontrer des patients qui vont négocier le traitement non pas dans ses différentes caractéristiques, mais simplement le négocier en disant ben voilà, écoutez, moi je suis quelqu'un qui aime bien manger, je n'ai pas envie de changer, je sais que je suis à risque de diabète, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que je continue à manger comme je mangeais auparavant? Euh, vous pouvez avoir ce type de contractualisation qui va se produire aussi et également sur d'autres éléments plus larges, que ce soit une conception particulière de la vie, que ce soit des régimes particuliers, que ce soit des impératifs religieux particuliers. Vous pouvez avoir de plus en plus une contractualisation du soin et de la prise en charge. Donc, ce patient, il se présente comme un malade, il se présente aussi de plus en plus comme un client. Il peut être expert ou pas de sa pathologie. On a tous entendu parler du modèle de Montréal, sur lequel je reviendrai plus loin pour le critiquer, qui est finalement expert de sa propre pathologie, qui connaît les traitements innovants par cœur, qui sait tout des dernières études cliniques, ou bien l'expert du web qui, grosso modo, est capable de gérer ou estime être capable d'entrer dans une interaction qui serait d'égal à égal avec le médecin. Alors, ce qui est intéressant dans le patient expert, c'est qu'une des questions qui se posent, et notamment par rapport au modèle de Montréal, c'est qu'on ne sait pas très bien s'il s'agit d'un modèle de patient, c'est-à-dire un patient modélisé, et on sait qu'il y a des tris qui sont effectués à l'intérieur du modèle de Montréal. Il est prévu de faire un tri, si vous voulez, entre patients experts pour avoir des représentants qui, d'une part, connaissent très bien la pathologie, mais qui connaissent également les soins de santé, qui sont capables de parler, de communiquer avec un certain brio. Et donc, in fine, on est assez loin du patient lambda qu'on a l'habitude de rencontrer. Et donc, on a quelque chose dans ce modèle-là qui est entre le modèle de patient et le patient modèle, assez éloigné finalement du patient qu'on va pouvoir rencontrer dans une pratique et dans une vie commune. Je pense que c'est important aussi de le noter. Pourquoi? Parce que cette espèce de modélisation du patient
rend l'échange, le partage d'expériences biaisé dans la mesure même où il est institutionnalisé. Vous avez évidemment le patient comme ressource, parce que le patient que l'on voit, il n'est pas seulement malade, ce n'est pas seulement un client, c'est aussi une ressource que peuvent se disputer différents médecins, différentes institutions, et il constitue littéralement une part de capital. Ça a une importance, ça a une influence. Je pense qu'il ne faut pas être coquet sur cette vision du patient. C'est une coordonnée de la situation et elle est, je pense, tout à fait normale. Vous avez également une autre forme de patient qui est le patient coupable. Alors, il y a un certain nombre de pathologies qui, outre le fait qu'elles sont douloureuses ou délicates à vivre, sont aussi vécues et ressenties comme stigmatisantes. Ce peut être des patients qui se sentent coupables en raison de leur style de vie, qui ont le sentiment d'avoir mal pris soin d'eux-mêmes, qui ont le sentiment d'être faibles, qui ont le sentiment d'être trop impliqués. On a tous ces éléments-là avec le diabète, la dépression, le burn-out, certains cancers et évidemment avec les MST. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette conception-là, qui avait relativement disparu, elle est de nouveau de retour, et je dirais de façon assez forte depuis l'épidémie de sida. C'est aussi une dimension qu'il faut prendre en compte dans la manière dont le patient va pouvoir aborder son expérience et va pouvoir la partager. On a bien sûr le patient usager des services publics, et qui a une certaine vue, une certaine compréhension de la médecine et de l'organisation des soins, qui estime d'une certaine façon être en droit d'en bénéficier et de bénéficier, je dirais parfois sans limite, des différentes opportunités qu'il peut avoir à être pris en charge, précisément parce qu'il voit la santé et les soins comme un dû et un dû à sa citoyenneté sur laquelle je vais venir. Le patient, c'est aussi une synthèse de toutes ces représentations et c'est un sujet de droit. Et donc de plus en plus, on voit ce patient requérir, réclamer ses droits. Et je pense qu'il est important ici de revenir sur cette loi de 2002 qui a fait grand bruit au moment où elle a été votée. Beaucoup de médecins se sont sentis mal à l'aise des droits qui étaient conférés aux patients. Et finalement, si l'on y réfléchit, en fait, ce patient a des droits au sens où il est pensé comme autonome, comme capable de discernement, capable de comprendre et de recevoir une information, tous éléments qui sont parfois douteux, qui ne sont pas toujours avérés, qui ne sont pas toujours certains en fonction soit de l'état des personnes, soit de leur éducation. Et surtout, il a été défini comme capable de consentir à son traitement. Et l'essentiel finalement de ce qu'on attend d'un patient, c'est qu'il consente. Alors si on y réfléchit, finalement, ce consentement, c'est probablement l'élément, la catégorie la plus restreinte, la plus basse de l'autonomie. Consentir, ce n'est pas participer, ce n'est pas choisir, ce n'est pas décider, ce n'est pas orienter, ce n'est pas guider. D'une certaine façon, consentir, c'est simplement accepter et laisser faire. Et donc, cette définition des droits du patient est finalement très passive dans la manière dont on le comprend et dont on l'entend et dont on l'inclut. On sait que très souvent aujourd'hui, finalement, ce qu'on va être habitué à faire, c'est à faire signer des formulaires de consentement, que ce soit pour certaines opérations à risque, que ce soit aussi dans le cadre d'études cliniques. Finalement, la catégorie du consentement habitue d'une certaine façon le patient
à rester dans une position qui est passive, à rester simplement dans la pure acceptation plutôt que dans quelque chose qui serait plus ouvert et qui serait plus de l'ordre de l'échange, de la réflexion conjointe. On a également le patient, patient comme citoyen, un patient qui a effectivement des droits et des devoirs, mais comme membre de la communauté. Et là, on trouve une autre opposition qui est celle entre le bien-être individuel et la distribution collective finalement des soins de santé. Et on a une opposition qui est très forte ici, puisque très souvent, un des arguments va être, bon, on ne peut pas faire, ou qu'en serait-il s'il fallait faire cela pour tout le monde? Quelque part, il y a dans les politiques de santé l'idée d'un utilitarisme de la santé publique. Alors, qu'est-ce que c'est l'utilitarisme? Pour le dire de deux mots, c'est une philosophie qui préside à peu près à toutes les politiques publiques et qui est celle de la maximisation du bonheur ou du bien-être pour un maximum de personnes. Donc l'idée, c'est de maximiser la distribution des ressources de façon à pouvoir offrir le plus de soins au plus grand nombre. L'idée n'est pas du tout de s'orienter sur une individuation des soins, une amélioration individuelle des soins. Et c'est cette pensée utilitariste qui va amener à une responsabilisation des malades et donc parfois le conditionnement de certains soins, l'implication des citoyens aussi dans l'organisation des soins de santé, et c'est notamment le cas de la NHS. On sait qu'il y a un groupe de citoyens qui sont amenés à discuter de manière presque systématique les différentes politiques de la NHS. Pourquoi des groupes de citoyens et pas de patients? Pour éviter la partialité que pourraient avoir certaines associations de patients précises. Alors, une fois qu'on a fait ce parcours, la question revient à celle de qu'est-ce que c'est que cette expérience vécue? On en a plusieurs déclinaisons, c'est l'expérience bien sûr de la maladie, l'objectivité des symptômes et l'objectivité du vécu. C'est aussi l'expérience biographique selon les services. On ne vit pas une pathologie de la même manière selon les services dans lesquels on passe. Ce n'est pas la même chose d'être traité pour un problème cardiaque en USI ou dans une unité de cardiologie classique. On a bien sûr une expérience sociale, économique et affective de la maladie, et cela aussi peut générer finalement d'autres types de demandes et d'autres types d'expériences. Une expérience émotionnelle et de qualité de vie, et puis une expérience de la prise en charge en institution. Et donc finalement, la question c'est de savoir, quand on se décide à s'appuyer sur l'expérience vécue, la question est de savoir d'une part, selon quel contexte, que voulons-nous en faire, quels sont ses usages, et vers quoi souhaitons-nous aller? Est-ce qu'on veut aller vers une culture patient? Est-ce qu'il s'agit juste d'amélioration incrémentale? Est-ce qu'il s'agit de mettre en place des coordonnées d'accueil qui soient finalement plus empathiques, plus hospitalières, si je puis dire? Tout ça, ce sont finalement des questions qu'il faut pouvoir se poser quand on se dit, OK, je veux m'ouvrir à l'expérience du patient. Alors, de plus en plus, on a un besoin d'inscription et d'insertion de l'expérience patient, qui est un besoin d'abord de reconnaissance et de participation. Et donc, très souvent, les patients sont assez favorables, je dirais, à cette inclusion dans une réflexion plus générale sur la façon dont organiser les soins. Le rapport est souvent très intéressant parce qu'il permet
de déplacer le regard, je dirais, ce qu'on appelle en général en gestion les key points of interest, et bien précisément sont déplacés vers ce qui est vraiment important ou intéressant pour le patient. Mais de manière générale, cette participation et cette reconnaissance, quand elle a lieu à un niveau plus organisationnel, au niveau des politiques de soins de santé, a tendance à troquer l'autonomie contre une autonomisation, c'est-à-dire aussi une responsabilisation financière. Et donc, on a finalement une sorte de double injonction à faire participer et à la participation qui a pour objectif premier finalement de dépasser un certain nombre d'asymétries, puisque, comme je vous le disais, pendant très longtemps, ce patient a été considéré comme passif, et même dans la loi qui était censée lui accorder des droits, il n'est quand même pensé que comme cet être qui consent. Euh, on entre dans une autre dynamique, mais n'est pas si évidente que ça à mettre en œuvre, dans la mesure où, à chaque fois, elle se troque, si je puis dire, d'un autre élément. On a aussi, à l'intérieur même de la relation entre le malade et le médecin, et d'autre part, entre la prise en charge individuelle et les exigences collectives de priorisation en santé publique ou d'allocation des ressources à l'intérieur même d'une institution, des tensions entre savoir et pouvoir, qui sont des tensions qui sont générées par finalement un tri économique et un tri organisationnel. Dans les deux cas, on est sans cesse, puisqu'il y a une organisation, puisqu'il y a un support, puisqu'il y a une nécessité de standardiser les soins, et c'est une nécessité qui est une nécessité aussi qualitative, on se retrouve finalement avec ces asymétries qui se répètent, qui viennent se mettre finalement à l'intérieur même de l'organisation, de l'organisationnel, et se répercutent de sorte qu'on ne sort pas finalement d'une possibilité d'apprentissage réciproque. Et s'il y a un message, c'est peut-être celui-là, c'est plutôt que d'insérer des patients ou de l'expérience patient dans une manière de faire, de voir quels sont les apprentissages réciproques que l'on peut faire euh, d'une organisation des soins qui ne convient pas nécessairement aux patients, mais pas non plus nécessairement aux médecins. On dit très fréquemment que les patients, et c'est ce dont ils se plaignent le plus souvent, font l'épreuve d'une médecine dépersonnalisée qui nie leur individualité. En d'autres termes, ils pâtissent d'un système qui a objectivé, paramétré, prétracé les contours de leur maladie, de son suivi, le plus souvent à un coût préétabli. On connaît les velléités de forfaitérisation de plus en plus profonde et de plus en plus approfondie des autorités de santé publique, qui génèrent forcément des parcours prétracés, des parcours qui sont, je dirais, calculés au mieux. Et comme je le disais, c'est à la fois une bonne chose dans la mesure où on va avoir une standardisation des pratiques qui va permettre d'avoir aussi une standardisation qualitative et sans doute une amélioration de l'organisation entre les différents professionnels, mais il reste que ce parcours a de plus en plus de chances d'être un parcours subi par le patient, sauf à lui donner les clés ou à lui donner une partie des clés de ce parcours, et donc à ouvrir plusieurs possibilités d'insertion dans un parcours, de raccourci, de transformation et d'appropriation de son parcours. De la même manière, pour les professionnels, la difficulté n'est pas moindre puisque de plus en plus, on a une triple injonction de spécialisation, de coordination entre les spécialistes, de gestion efficiente des moyens financiers qui a précisément présidé à la standardisation et à la rationalisation des pratiques.
Mais ça génère aussi, du côté des praticiens, euh, une forme de déshumanisation de la médecine, une perte d'autonomie, une perte de liberté thérapeutique qui est elle-même problématique. Alors, le recours à l'expérience vécue, il est aussi à relier à un mouvement plus général de recours aux données d'expérience, hein, le real life data versus le gold standard, notamment dans les études cliniques. Et ça a été non seulement un mouvement général qui s'est fait euh, au départ par volonté d'amélioration de la pratique, ensuite qui a été reprise comme donnée d'organisation et de gestion, et donc qui en a transformé le sens pour en faire un outil. Et enfin, cela a été facilité par l'informatisation, on peut dire quasi industrielle, et en cours du secteur de la santé. Et il se trouve que l'objectif premier, ce n'est pas plus d'autonomie, plus d'art, plus d'individuation, au sens d'une personnalisation des soins, mais plus d'efficience. Et j'entends l'efficience ici comme la qualité fois l'efficacité sur le coût. Je précise tout de suite que je n'ai absolument rien contre l'efficience, que du contraire, je pense que c'est un élément extrêmement important à toujours garder en œuvre, pour autant que précisément on ne perde pas la qualité en cours de route. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on introduit à l'intérieur de cette qualité? Comment est-ce que l'on parvient à en faire autre chose que quelque chose non seulement d'objectivé, mais aussi d'objectivant? Alors, on pourrait se dire que une manière d'insérer davantage le patient relève de la technologie. On sait que aujourd'hui, on confie au réseau et au réseau de données essentiellement, à la télémédecine, aux applications et aux différents applicatifs, la possibilité d'une prise en charge ou en tout cas de soins qui seraient beaucoup plus personnalisés. On se retrouve également dans un moment de grande disruption, je pense qu'on peut vraiment le dire comme ça, même si pour l'heure, la pratique habituelle, courante, est encore dans l'ancien paradigme. On voit clairement émerger un nouvel écosystème avec de nouveaux acteurs, essentiellement privés, et avec des acteurs anciens, mais dans un nouveau rôle qui leur serait prescrit. Je vous renvoie de ce point de vue à l'idée qu'on entend de plus en plus souvent d'une transformation des médecins en futurs coachs de leurs patients. Alors, ce nouvel écosystème, il est essentiellement dû à l'arrivée des GAFAMI et autres BATX en santé. On se retrouve finalement avec un ensemble d'outils qui peuvent aider aussi bien les professionnels que les particuliers et qui déplacent finalement la médecine du curatif vers le préventif et aussi la déplace de l'épisode de soins vers un continuum de santé. Je prends ces deux éléments-là, pourquoi? Parce que ce sont finalement les deux éléments que l'on met aujourd'hui en avant, notamment dans la construction des réseaux de santé ou des réseaux de professionnels, et on les met en avant pourquoi? Parce qu'on a un case mix, un profil épidémiologique des différents patients qui a changé. Ce qui est très important, me semble-t-il, c'est que cette offre, elle est faite immédiatement aux consommateurs et donc immédiatement aux patients. Pour le dire autrement, elle offre aujourd'hui aux patients, ou en tout cas c'est ce qu'elle fait miroiter, la possibilité d'avoir entre guillemets des soins en poche, forcément personnalisés puisque disponibles à n'importe quel moment, avec bien sûr des aléas, des à côté,
une moindre sécurité, des rapports humains qui sont réduits à rien, et évidemment toutes les restrictions que l'on peut ajouter au fait que toutes ces différentes offres, toutes ces applications ne touchent que ce qui est réductible en data. Il n'empêche, aujourd'hui, c'est un peu ce type d'éléments et d'instruments que l'on fait valoir, et que l'on fait valoir pour mettre en avant de nouveaux rôles du professionnel, du médecin, des organisations de santé, des industriels, des payeurs, des politiques et des patients citoyens. On voit également se mettre en place de plus en plus un système de santé bis, essentiellement orchestré par des assurances, et cela à l'aide, par exemple, de télécabines qui sont placées à l'arrière des pharmacies ou dans certains grands magasins. C'est tout à fait commun aux États-Unis, ça commence à s'implanter de façon très courante en France. Pour la Belgique, je vous avoue n'avoir pas de données. Vous avez également une téléconsultation ou des téléconsultations, téléexpertise, télésuivi qui se mettent en place également par des acteurs privés. Et donc, on se retrouve finalement avec des patients et une expérience patient qui est éclatée sur des modèles qui sont en voie de recomposition. Et bien sûr, les modèles dont je vous parle ici n'en sont qu'à leur balbutiement. Tout l'intérêt pour nous, je dirais, c'est de pouvoir les introduire comme des éléments intéressants et positifs, constructifs, dans une organisation des soins qui serait plus attentive et peut-être plus inclusive cette fois de ce que le patient peut apporter. Alors on sait qu'on fait face également à une digitalisation de l'hôpital et à ce qu'on appelle la médecine 6P. Alors qu'est-ce que c'est que la médecine 6P? D'ordinaire, on parle de la médecine 4P. Je pense qu'on peut désormais franchir un pas supplémentaire. La 6P, donc, elle est quasiment la même que la 4P, c'est-à-dire préventive, prédictive, participative et personnalisée, sachant que, de nouveau, ce qui est personnalisé, ce n'est pas tellement la médecine que les données et leur agrégation. Et de nouveau, c'est un élément qui est important dans l'entente qu'on a de la personnalisation, de l'expérience du patient, du point de vue patient, c'est de faire toujours attention à ne pas la réduire à un élément qui serait seulement un élément de gestion. Il y a deux autres éléments qui viennent s'ajouter dans la médecine 6P, c'est que c'est une médecine basée sur l'épreuve et donc une mesure systématique des résultats cliniques et des facteurs de coût. Je vous renvoie au registre d'amélioration. Hein, on a maintenant désormais vraiment des travaux, des mondes parallèles qui se font entre spécialistes, qui échangent leurs pratiques pour savoir finalement comment améliorer leurs différents types de prise en charge. Très souvent, ces registres d'amélioration restent tout à fait corporatistes, ils ne sont pas partagés, je dirais, au niveau des organisations. On peut penser que c'est parce que finalement, avertis de ce qui a été fait avec l'EBM, ils préfèrent désormais conserver entre eux des échanges d'amélioration de pratiques. Vous avez par contre un développement qui est lui beaucoup plus organisationnel et médical, qui est tout ce qui a été fait par l'ICHOM. Alors, ça, c'est par l'épreuve. Et puis, c'est une médecine qui est essentiellement une médecine qui est pensée en termes de parcours, parcours de soins, et qui, pour le moment, repose essentiellement sur le parcours des données, c'est-à-dire la circulation des données, plutôt qu'une réflexion sur le parcours du patient. Et donc, à nouveau,
Ce que j'essaye ce sur quoi j'essaye d'insister, c'est ce caractère sans cesse substitutif. Euh, on, on- on met toujours à la place du patient autre chose que lui. Soit on met à sa place des indicateurs de qualité, des indicateurs de consommation, des indicateurs de suivi, soit on met à sa place ces données, mais finalement, on l'interroge assez peu et on partage assez peu l'expérience qu'il a, faute d'avoir défini ce que c'est cette expérience, ce que nous souhaitons partager, ce que nous souhaitons développer en commun. Alors donc cette médecine 6P, j'y reviens, est préventive et proactive, elle est participative, elle est personnalisée, elle vise et elle s'appuie sur une certaine philanthropie des data. Elle vise finalement quelque chose qui serait de l'ordre du value-based, du basé sur la valeur de porteur. Et elle vise finalement un développement d'outils spécifiques pour une mesure finalement conjointe des bons résultats cliniques et des coûts financiers. Alors d'une certaine façon, on peut se dire, et ça c'est un élément dont je n'ai pas encore parlé, que ce qu'indique la médecine 6P, c'est au moins un élément important, c'est que l'intégration et la coordination des soins, elle ne peut pas se faire n'importe où, elle doit se faire sur un territoire ou un bassin de soins. C'est un élément que je n'ai pas précisé ici, mais je le développe rapidement. Toutes les politiques publiques sont définies comme une réponse aux besoins de santé de la population. Et ce qui est absolument intéressant, c'est que si vous prenez les études épidémiologiques, si vous prenez les études de santé publique, il n'existe aucune définition de ce que c'est des besoins de santé. On n'a pas de définition canonique, on ne sait pas ce que cela recouvre, et donc très souvent, on va reprendre soit des données subjectives, c'est-à-dire quels sont les besoins que les gens manifestent dans une région et ou un bassin de soins. Subjectives, j'entends par là basées sur des sujets, ou bien des données purement objectives, et là, c'est finalement tous les critères que l'on emploie en général au niveau des statistiques européennes, c'est-à-dire le taux de vaccination, le taux, les différents taux de l'espérance de vie en bonne santé, etc., etc. Et donc, ce que sont des besoins de santé d'une population est probablement un débat les plus intéressants qu'on puisse avoir. Il est d'autant plus intéressant que l'on entend très fréquemment des politiques publiques qui ont l'air de savoir de quoi il s'agit. Ici, ce qui serait intéressant, c'est précisément de pouvoir déjà définir quels sont les besoins de santé. Qu'est-ce qui se manifeste dans certains territoires? On sait que la santé et les besoins, en tout cas demandés, développés, précisés par une population, ne sont pas ceux que l'on pense devoir adresser de façon générale au niveau d'un pays. Et donc, on peut déjà commencer par là. Pourquoi? Parce que c'est évidemment à un niveau de région, à un niveau de territoire, qu'on va pouvoir penser des parcours et les penser avec des patients, des proches, des aidants, mais aussi un réseau de professionnels. Alors, une des questions que suscite l'émergence ou l'introduction finalement de cette médecine 6P, c'est une possibilité tout de même de parvenir à inclure le patient, ses avis, ses données, la manière dont il vit un traitement, dont il
expérimente un parcours de soins via précisément son propre dossier de santé. C'est ainsi qu'en Finlande, on a ce qu'on appelle le MyKanta. C'est un dossier patient dans lequel tous les professionnels enregistrent évidemment les actes médicaux, les médicaments prescrits, le compte-rendu des visites, mais les patients peuvent également y enregistrer des informations qu'eux-mêmes jugent pertinentes. On a une avancée plus loin, l'idée désormais de pouvoir introduire en clinique des éléments qui auraient été collectés par le patient via ces applications. Euh, alors, ça va poser une série de questions, hein, bien sûr, une question d'interopérabilité d'abord, une question de fiabilité des données apportées par le patient, mais ça permettrait d'introduire un certain nombre d'éléments qui peuvent être importants quant à une prise en charge, c'est-à-dire finalement l'impact psychologique qu'elle peut avoir, l'impact sur la vie quotidienne, l'impact sur la famille, sur l'humeur, sur la sexualité, etc., qui sont tous des éléments qui, in fine, pourraient être introduits. Alors, si on va plus loin, on a en général un modèle très particulier de l'idée de participation et d'évolution des pratiques qui intègrent le patient. Le premier niveau, le plus bas, c'est celui-ci, c'est celui de la consultation. On va simplement donner au patient un ensemble d'éléments sur sa prise en charge et finalement ne pas aller beaucoup plus loin que ça. L'implication ou éventuellement le traitement pourra être discuté et où il pourra y avoir une mise en avant des préférences du patient pour autant qu'il puisse y avoir du choix, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis enfin, la troisième phase qui est celle d'un véritable partenariat. Alors on retrouve ces différents niveaux aux différents niveaux, je dirais, organisationnels. Hein. On l'a au niveau de la relation ou du colloque singulier. On l'a également au niveau organisationnel avec finalement des services qui vont organiser des enquêtes d'opinion, hein, des enquêtes de satisfaction. D'autres où on va permettre finalement d'avoir des groupes de patients qui forment un comité consultatif jusqu'à une véritable cogestion en matière de qualité. Vous aurez enfin exactement la même chose au niveau des autorités politiques. Et ce que je trouve très intéressant finalement dans ce graphique, c'est précisément qu'il répète exactement la même structure à des niveaux finalement d'interaction, de compréhension et de partage humain qui sont absolument différents. Pourtant, on retrouve à chaque fois la même modalité d'engagement des patients, c'est-à-dire de façon très consultative, avec une implication relative et elle aussi consultative, voire une implication, mais toujours sur des domaines qui sont très prédéfinis et très restreints. Et donc, de cette manière-là, pour le dire autrement, on apprend toujours et toujours seulement ce que l'on pense pouvoir apprendre des patients et rien d'autre. Et on ne partage finalement pas d'autres options possibles d'échange. Alors, c'est le fameux modèle de Montréal. On sait qu'il a été pendant très très longtemps d'abord un des premiers modèles et puis ensuite un modèle qui a été extrêmement bien construit. On lui doit cela, hein, c'est-à-dire d'avoir finalement donné ces lettres de noblesse à l'expérience du patient et au patient expert. Une critique qu'on peut en avoir, c'est celle que je faisais au départ,
c'est que finalement, on a davantage dans ce modèle des experts que des patients. Et ça, c'est une vraie problématique si l'on veut pouvoir à un moment transformer les soins de santé dans la mesure où très souvent cette expertise est aussi une expertise organisationnelle, c'est aussi une expertise qui est déjà très précadrée, qui a déjà inséré, si je puis dire, le système et la façon d'y fonctionner. Et donc l'idée, c'est de dire que il ne s'agit pas tellement aujourd'hui d'intégrer le patient dans la logique qui est la nôtre, dans une logique organisationnelle, et c'est vraiment difficile d'y résister puisqu'on manque en général de temps. Mais l'idée, ce serait plutôt euh, d'intégrer la logique même du patient. Alors ça peut paraître étrange, mais le patient a une logique qui n'est pas celle du médecin, qui n'est pas celle de l'organisation, qui n'est pas celle des autorités publiques. Et pour vous le montrer, j'ai pris un exemple assez simple qu'on a rencontré et qu'on a dû gérer en France. À un moment, on se rend compte que l'annonce du diagnostic d'un cancer est vraiment extrêmement difficile. Et donc, pour des raisons d'empathie, on se décide à organiser, à faire en sorte que toute annonce d'un diagnostic devra s'accompagner de l'annonce d'une thérapeutique mise en place. Et l'idée est finalement assez heureuse, assez charmante, puisque c'est de se dire, OK, on va faire en sorte que le patient qui reçoit une telle nouvelle qui est douloureuse puisse avoir devant lui euh, finalement un horizon et puisse conserver finalement une certaine assise en se disant, OK, j'ai une très mauvaise nouvelle, mais je j'ai devant moi un certain nombre de possibilités. Je commence mon traitement dans 15 jours, dans 3 semaines. Il y aura autant de phases. J'ai plutôt confiance, etc. Évidemment, on s'est très vite aperçu que le patient qui reçoit ce type d'annonce est absolument incapable de comprendre quoi que ce soit et même d'entendre la thérapeutique qu'on lui propose. Ce n'est pas seulement ennuyeux, c'est très problématique dans la mesure où très souvent, euh, le golden standard, ça peut être d'insérer quelqu'un dans un essai clinique en cours. Et donc, il va donner son consentement à quelque chose dans lequel il n'est absolument pas en état de consentir. C'est pour vous dire que finalement, cette logique-là, dans la perspective des soins, elle est intéressante, elle partait d'une bonne intention, mais elle a finalement un certain nombre d'inconvénients et d'inconvénients majeurs. Aujourd'hui, cette première séance annonce d'un diagnostic plus thérapeutique est dans la loi, enfin est une nécessité, donc il va falloir la réformer. Il a fallu l'expérience pour se rendre compte que cela générait un certain nombre de problèmes. De ce point de vue-là, l'oncologie est probablement un des lieux où l'expérience patient est la plus enrichissante en termes précisément de logique qui s'opposent. Une autre logique oppositionnelle, c'est celle de considérer, d'un point de vue médical, ça s'entend parfaitement et c'est parfaitement logique, que un patient qui a fait un ensemble de tests, de laboratoire, doit attendre la visite du médecin pour avoir d'une part ses résultats, d'autre part l'explication de ces différents résultats. Problème, pour un patient qui a fait ses tests, qui sait que les résultats arrivent rapidement, l'attente
entre le moment où le médecin sera disponible et le moment où il a effectivement ses résultats, le rendent impatient, inquiet, angoissé, voire agressif. Et c'est ce qui génère dans beaucoup de services d'oncologie le fait que des médecins, des infirmiers soient arrêtés dans les couloirs avec soit des patients, soit des proches qui vont demander à avoir plus vite un indice sur les résultats, ne fût-ce qu'une idée, ne fût-ce que quelques éléments, bref, euh, ce défaut de logique ou ce défaut de synergie dans les logiques va générer tout un ensemble de difficultés qui vont avoir des répercussions sur l'organisation pratique des soins et sur la manière dont les uns et les autres peuvent se rencontrer et s'expérimentent finalement dans le journalier, dans le quotidien. Autre exemple de logique qui ne sont pas celles que l'on croit, c'est un élément c'est une étude que j'aime beaucoup, c'est celle de Danner et al. Qui a été commandée par IQWiC. Alors IQWiC, c'est l'Institut de qualité de la santé allemande. Vous le savez peut-être, mais dans la constitution allemande, il est prévu que tout citoyen allemand aura les meilleurs soins de santé possibles et disponibles. Je veux dire, c'est un droit constitutionnel. Et donc IQWiC est une des institutions tout à fait majeures en santé au niveau de l'Allemagne et a énormément de poids. Et un jour, il décide de faire une analyse auprès de médecins psychiatres et d'un groupe de patients. Alors, l'analyse, elle porte sur la dépression sévère, donc vraiment pas la petite dépression, celle à multiples épisodes, et il est demandé à chacun de ces groupes de dire, en répondant aux différents items que vous voyez ici, quelles sont leurs priorités en tant que malade et ou en tant que professionnel. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que pour les professionnels, la première des priorités d'un traitement, c'est la rémission, et l'empêchement de toute rechute, deuxième élément important, et l'amélioration de la fonction sociale. Ensuite, l'amélioration des fonctions cognitives, ensuite, la réponse. Pour un dépressif profond, la première chose, mais vraiment la première chose qui l'intéresse, c'est la réponse. C'est juste de savoir que le médicament qu'il prend lui fait du bien, qu'il va pouvoir s'en sortir, parce qu'un dépressif profond pense qu'il n'en sortira pas. Donc, le simple fait de sentir que cette médication fait un effet est pour lui sa priorité. La deuxième, c'est de pouvoir récupérer un peu de ses fonctions cognitives. La troisième, c'est d'avoir un peu moins d'angoisse. Pour le dire autrement, la question de la rémission et la crainte de la rechute ne l'intéresse absolument pas au départ. Je veux dire, pour lui, ça fait partie des critères qui sont cinquième, sixième. L'intérêt de ce type de préférence conjointe, c'est de pouvoir objectiver, manifester, d'abord que les deux logiques ne sont vraiment pas les mêmes. Ensuite, elle est de pouvoir, et ça c'est l'autre élément que je voudrais mettre en avant, elle est de pouvoir mettre en place d'autres logiques. Au moment où IQWiC fait cette étude, et dans l'article qui a suivi, partant de ce constat, ils vont proposer deux choses. La première, c'est de ne plus autoriser ou de ne plus rembourser que les médicaments qui reprendraient les 3 ou les 4 premières catégories dans les deux groupes. Ce qui signifie que pour le groupe médecin,
les deux éléments qui étaient prioritaires tomberaient. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que préconisait IQWiC à l'époque, c'était de ne plus financer de recherche que celles qui prendraient systématiquement les préférences conjointes dans chaque pathologie, de façon à ce qu'on puisse avoir des médicaments, des prises en charge qui soient adéquates pour aussi bien les médecins que pour les patients. Si vous voulez, mon point ici, c'est finalement de se dire que si même en restant dans un cadre qui est préformaté, puisque évidemment on a décidé du contenu des catégories qu'on allait soumettre aux différents protagonistes, aux différents acteurs, on arrive finalement à des logiques qui pourraient en créer d'autres, en générer d'autres. Vous voyez la manière dont IQWiC finalement se dit, bah, tiens, puisque ça fonctionne comme ça, je vais changer de technique de remboursement, de technique de soutien ou de subventionnement pour entrer dans une autre logique qui va imposer finalement la jonction, la synthèse des logiques médecins et des logiques patients. L'idée, d'une certaine façon, ici, c'est de voir de quelle façon on pourrait construire d'autres possibles. Travailler de façon à ce que l'expérience patient ne soit pas seulement appropriée par un système de santé pour s'améliorer, mais ouvrir finalement des logiques conjointes de façon objectivée ou non, de façon plus libre, qui puissent s'appuyer sur la technologie, mais pas que la technologie, qui puissent s'appuyer sur le partenariat, mais pas que le partenariat. Vous pouvez très bien fonctionner à partir d'éléments capturés sur base d'enquête, via des préférences conjointes, mais pas seulement. Je dirais que l'essentiel, ce serait de considérer que One, vraiment, ne vaut pas pour tous et que la logique dans laquelle nous sommes, en général dans l'organisation de ces soins, ne vaut pas pour tous les acteurs qui y pénètrent. Je pense que c'est seulement à ce prix-là qu'il sera possible non seulement d'améliorer les soins, mais de les réformer en quelque chose de beaucoup plus heureux, de plus efficient et de plus qualitatif. Alors, ça demande finalement quelque chose qui est de l'ordre d'un apprentissage réciproque, et donc cela demande aussi quelque chose comme un environnement qui serait capacitant. Parce qu'une question intéressante, c'est aussi de savoir où, comment, dans quel temps, avec quelles organisations, il serait possible de mettre sur pied des échanges de ce type de logique, de ce type d'expérience. Quel type de support on pourrait trouver pour expérimenter de nouvelles pratiques? Est-ce que ce support sera fait avec un support public, une aide publique, comme on a pu avoir des projets pilotes? Est-ce que ces projets pilotes devraient à nouveau être généralisables? Est-ce qu'il pourrait, ou est-ce qu'on pourrait penser des formes d'expérimentation qui se font entre différents acteurs et via finalement un support de chacun? C'est, je pense, aujourd'hui une des vraies questions sur lesquelles on est en train de se bagarrer. Il reste qu'un certain nombre d'éléments sont pour le moment retenus. Bien sûr, il faut ouvrir des possibilités à l'intérieur même des trajets, c'est-à-dire ouvrir la possibilité d'une appropriation de parcours différenciés. Je ne pense pas seulement aux patients, mais je pense aussi aux professionnels. Est-ce que des case managers pourraient être utiles? Sans doute. La question sera celle de leur financement et celle de leur ouverture. Avoir des feedbacks patients, c'est intéressant, mais ce qui est plus intéressant encore, c'est de pouvoir avoir finalement quelque chose qui est de l'ordre du partage d'une expérience brute. Un feedback est toujours une réponse à une question posée,
Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas anticipé une question particulière, qui soit multicentrique, c'est-à-dire qui puisse finalement impliquer le patient, les directions, les médecins, les aidants, les politiques publiques, de façon, et quand je dis multicentrique, ça veut dire aussi partant de plusieurs centres, mais aussi de manière différenciée. Il n'y a pas de raison de travailler avec chacun de la même façon. Il est normal que entre patients et professionnels de santé, le rapport soit le rapport d'échange et de partage soit plus proche que celui que l'on pourrait avoir avec des autorités de santé publique. Donc, rien n'empêche finalement de différencier les lieux et les manières dont on pourrait travailler cet apport possible et ce retour possible d'expérience. Je pense que essentiellement, ce qui est important, c'est de voir comment est-ce qu'on peut arriver à la construction commune d'un commun d'expérience, capable de modifier, de moduler les soins, leur organisation, ce qui va demander de prêter attention finalement à plusieurs choses. Au contexte et au contexte d'usage de la participation. Pourquoi on fait participer les gens, à quelles conditions, dans quelles conditions de liberté. Est-ce que le fait de restreindre leurs possibilités de réponse est une bonne nouvelle pour nous? Faire attention aux asymétries qui sont inversées, prendre appui sur les nouvelles technologies et certainement dans leur nouveau développement, de manière à finalement peut-être pouvoir insérer davantage de données et davantage de données en continu. Et donc finalement avoir un bénéfice de cette continuité de suivi que le patient, lui, peut avoir. Prendre appui finalement sur des retours d'expérience qui ne sont pas intégrés dans le système dans lequel on fonctionne, mais synthétiques de plusieurs approches, et faire attention finalement aux effets de système, c'est-à-dire faire attention à l'institutionnalisation de certaines logiques. C'est à cet élément-là que je voulais éveiller votre attention en parlant du modèle de Montréal. Voilà, j'ai fait un tour assez large. Je suis évidemment toute disponible pour bien des précisions. J'espère que ça aura été intéressant pour vous.